Le vent d'automne de 1998 balayait les feuilles mortes le long des pavés humides du Marais, un quartier de Paris imprégné d'histoire, connu pour ses rues médiévales sinueuses et ses hôtels particuliers majestueux. Une brume légère enveloppait les toits de zinc, donnant à la ville une atmosphère mélancolique presque prémonitoire. C'était un mardi soir, et le silence habituel de la rue vieille du Temple était sur le point d'être brisé par une découverte qui allait ébranler la capitale et rester gravée dans les annales judiciaires françaises. Éléonore Dubois, 32 ans, une professeure d'art talentueuse et passionnée, originaire de Lyon, aurait dû être en train de corriger des copies ou de peindre dans son atelier lumineux. Sa vie, vibrant d'une énergie créative et d'une soif de beauté, allait s'éteindre de la manière la plus brutale. Elle résidait dans un appartement charmant, au 3e étage d'un immeuble ancien, un espace qu'elle avait transformé en un havre de paix et d'inspiration, rempli de toiles inachevées, de livres d'art et de souvenirs de voyages lointains. Aux alentours de 23h15, Madame Dupont, sa voisine du dessous, s'inquiéta de ne pas avoir de nouvelles d'Éléonore. Une lumière restait allumée dans son appartement depuis le début de la soirée et un pressentiment désagréable la saisit. Elle frappa à la porte, puis de nouveau, plus fort. Pas de réponse. Le silence était lourd, anormal. Le cœur serré, elle composa le numéro d'urgence. Quelques minutes plus tard, les sirènes déchiraient la quiétude nocturne, annonçant l'arrivée des forces de l'ordre. L'inspecteur Antoine Lefebvre, un vétéran aguerri de la brigade criminelle de Paris, fut le premier détective sur les lieux. Son visage, marqué par des années passées à côtoyer l'horreur humaine, ne trahissait aucune émotion. Mais ses yeux perçants balayaient déjà la scène, cherchant des indices, des anomalies. Il entra dans l'appartement d'Éléonore, où une odeur métallique et âcre flottait dans l'air, se mêlant à celle de la peinture à l'huile. Le spectacle qui s'offrit à lui était d'une violence inouïe. Le corps sans vie d'Éléonore gisait au milieu du salon, entouré d'une mare de sang qui maculait le parquet ancien. Ses cheveux roux, habituellement coiffés avec élégance, étaient éparpillés. Un vase en céramique, brisé en plusieurs morceaux, était dispersé autour d'elle, suggérant une lutte acharnée et une arme improvisée. La pièce était en désordre, des coussins renversés, une petite table basse bousculée. Un tiroir de commode était grand ouvert, ses contenus épars sur le sol, évoquant un possible cambriolage qui aurait mal tourné. Cependant, l'œil expérimenté de Lefebvre capta immédiatement un détail troublant. Rien de valeur n'avait apparemment été dérobé. Ses tableaux les plus précieux étaient toujours accrochés, ses bijoux restaient dans leur boîte sur sa coiffeuse. L'argent liquide dans son portefeuille n'avait pas été touché. Cette absence de butin ne correspondait pas au chaos apparent. C'était le premier d'une longue série d'éléments qui allaient plonger cette affaire dans les méandres du mystère. L'enquête venait de commencer, et déjà les questions s'accumulaient. Qui était capable d'une telle brutalité? Et surtout, pourquoi? Au lever du jour, la légiste, la docteura Sylvie Moreau, une femme à l'esprit aussi tranchant que son scalpel, arriva sur les lieux. Son expertise était réputée, et ses observations initiales confirmèrent la brutalité de l'agression. Après un examen préliminaire minutieux, elle estima l'heure de la mort d'Éléonore entre 19h et 22h, la veille au soir. Le corps présentait des signes de lutte acharnée, des ecchymoses profondes, et la cause du décès fut attribuée à de multiples traumatismes crâniens, probablement infligés par le vase brisé découvert près de la victime. La scène était un tableau de violence, mais aussi de mystère. L'équipe forensique, sous la direction de la docteura Moreau, passa des heures à collecter chaque indice potentiel. Chaque recoin de l'appartement fut passé au peigne fin. Des photographies furent prises sous tous les angles, des prélèvements de sang effectués et des empreintes relevées. Parmi les découvertes cruciales, une empreinte partielle de chaussure fut identifiée près de la porte d'entrée, trop fragmentée pour une identification immédiate, mais suffisamment distincte pour indiquer la pointure d'un homme. Des fibres textiles microscopiques, d'une couleur et d'une composition inhabituelles, furent également prélevées sous les ongles de la victime,
suggérant qu'Éléonore s'était battue avec acharnement contre son agresseur. Ces minuscules fragments deviendraient, des années plus tard, des témoins silencieux d'une vérité enfouie. Pendant ce temps, l'inspecteur Lefebvre commença à sonder la vie d'Éléonore Dubois. Elle était une âme libre, célibataire, et jouissait d'une vie sociale active au sein des cercles artistiques parisiens. Ses amis la décrivaient comme passionnée, charismatique, mais aussi parfois un peu naïve, trop confiante en la bonté des gens. Éléonore avait récemment atteint un sommet dans sa carrière. Elle venait d'obtenir une bourse d'études prestigieuse pour l'Académie des Beaux-Arts de Florence. Une opportunité qui devait la propulser sur la scène artistique internationale. Cette réussite, si gratifiante pour elle, avait aussi pu susciter de la jalousie, de l'envie, dans un milieu où la compétition était féroce. Lefebvre savait que derrière chaque succès se cachait parfois une ombre. Les premiers jours de l'enquête furent marqués par l'apparition de pistes énigmatiques. Des voisins rapportèrent avoir entendu des appels téléphoniques insistants, souvent tard le soir, provenant de cabines téléphoniques publiques situées à quelques rues de l'appartement d'Éléonore. Ces appels, toujours silencieux ou avec des bruits de fond indistincts, avaient cessé brusquement quelques jours avant le meurtre. Étaient-ils liés à l'affaire ou n'étaient-ils que de simples coïncidences? Le mystère s'épaississait. L'inspecteur Lefebvre et son équipe commencèrent à établir une liste de suspects potentiels. Un ex-petit ami d'Éléonore, un galeriste d'art volage nommé Marc Dubois, fut interrogé. Il avait eu une relation tumultueuse avec Éléonore et avait du mal à accepter leur rupture. Cependant, Marc put fournir un alibi solide, confirmé par plusieurs témoins. Il était à une exposition à Londres au moment du crime. Un autre individu attira l'attention. Un de ses élèves, un jeune homme talentueux mais impulsif, connu pour son tempérament colérique, qui avait récemment été réprimandé par Éléonore pour son manque de discipline. Il était obsédé par elle et avait écrit des lettres passionnées, dont certaines, trouvées dans les affaires de la victime, prenaient une tournure plus sombre après le refus d'Éléonore de le prendre sous son aile. Mais lui aussi avait un alibi, bien que moins solide, et aucune preuve matérielle ne le liait directement à la scène du crime. Le puzzle était complexe, et chaque pièce semblait mener à une impasse, laissant Lefebvre avec plus de questions que de réponses. L'affaire Éléonore Dubois commençait à prendre les contours d'un véritable casse-tête. L'enquête s'intensifia. L'inspecteur Lefebvre et son équipe interviewèrent plus de 40 individus, voisins, collègues, étudiants, marchands d'art et même de simples connaissances d'Éléonore. Chaque entretien était un processus méticuleux, une excavation patiente de souvenirs, de routines et de possibles griefs. Pourtant, malgré le volume considérable de témoignages, aucune image claire n'émergea. Les suspects initiaux, Marc Dubois et l'étudiant mécontent, furent finalement écartés, leurs alibis tenant la route après un examen approfondi ou leur lien avec la scène du crime s'avérant inexistant. L'affaire, déjà complexe, devenait un labyrinthe de demi-vérités et d'impasses. Au milieu de cette enquête exhaustive, une figure commença lentement à émerger de la périphérie. Zane Parker. Il était le voisin du dessous d'Éléonore. Un homme discret, presque effacé, qui travaillait comme assistant de recherche dans une galerie d'art renommée. Parker avait été un étudiant d'Éléonore il y a quelques années, et il avait également postulé pour la même bourse prestigieuse à Florence qu'elle avait obtenue. Il avait été rejeté, et cette déception, bien que jamais ouvertement exprimée, avait été notée par certains de ses collègues. Lefebvre se rappela d'une remarque d'un ami d'Éléonore, qui avait mentionné que Zane avait une admiration un peu trop intense pour elle, la suivant parfois à ses expositions. Parker fut interrogé à plusieurs reprises. Il se montra poli, coopératif, mais toujours avec une certaine distance. Il nia toute implication, affirmant qu'il était chez lui à l'heure du crime, seul. Cependant, aucun voisin ne put confirmer sa présence avec certitude, et son alibi manquait de la solidité requise par les enquêteurs. Lefebvre sentait une gêne chez lui, une réticence à regarder les policiers dans les yeux.
Le détective avait une intuition, ce sixième sens qu'il avait développé au fil des années, lui disant que quelque chose clochait avec Zane Parker. Quelques semaines après le meurtre, Zane Parker disparut. Il vida son appartement du marais du jour au lendemain, laissant derrière lui un simple mot à son propriétaire, expliquant un nouveau départ professionnel urgent en province. Ses collègues de la galerie furent surpris par son départ soudain et sans préavis. Une rapide vérification révéla que l'emploi qu'il prétendait avoir trouvé dans une petite galerie d'art à Strasbourg était en réalité un poste fictif. Le propriétaire de la galerie n'avait jamais entendu parler de Zane Parker. C'était une fuite, un aveu silencieux, mais sans preuve directe, sans un mobile clair ou un lien matériel irréfutable. Lefebvre ne pouvait qu'ajouter son nom à la liste des personnes d'intérêt et émettre un avis de recherche. Alors que l'enquête piétinait, une découverte étrange fut faite par les techniciens qui continuaient de passer au crible les relevés téléphoniques. Un appel avait été passé depuis la ligne fixe d'Éléonore 2 heures après l'heure estimée de sa mort. L'appel, d'une durée de seulement quelques secondes, avait été dirigé vers un numéro inconnu et n'avait laissé aucun message. Qui aurait pu passer cet appel? Était-ce une tentative de brouiller les pistes? Ou un signe que le tueur était resté sur les lieux plus longtemps que prévu? Cet appel post-mortem devint un des éléments les plus déroutants de l'affaire, un véritable point d'interrogation qui défiait toute logique. Les mois passèrent. L'élan initial de l'enquête commença à s'estomper. Les ressources policières étaient limitées et de nouvelles affaires, souvent plus urgentes, accaparaient l'attention. Les pistes s'amenuisaient, les témoins étaient de plus en plus difficiles à joindre, et la traque de Zane Parker restait infructueuse. Son nom apparaissait sur des fiches de police dans différentes villes, mais il semblait toujours avoir une longueur d'avance, disparaissant avant que les autorités ne puissent l'intercepter. La presse, qui avait initialement couvert l'affaire avec ferveur, commença à perdre intérêt, reléguant le meurtre de la rue Vieille du Temple aux pages intérieures des journaux. 6 mois après la découverte du corps d'Éléonore Dubois, malgré les efforts acharnés de l'inspecteur Lefebvre, l'affaire fut officiellement classée comme non résolue. Le dossier, épais de centaines de pages de témoignages, de rapports forensiques et de théories non prouvées, fut rangé dans les archives poussiéreuses de la brigade criminelle de Paris. Lefebvre, amer et frustré, n'oublia jamais Éléonore. Son visage, son énergie, l'injustice de sa mort le hantaient. Pour lui, l'affaire n'était pas close, elle était juste en suspens, attendant le bon moment, la bonne preuve, la bonne personne pour la rouvrir et enfin lui offrir une résolution. Le froid de l'hiver parisien s'était installé, tout comme le froid du dossier, figé dans le temps, un cold case avant l'heure. Le dossier d'Éléonore Dubois fut relégué aux oubliettes. Mais pour l'inspecteur Lefebvre, il restait une blessure ouverte, une énigme lancinante qui refusait de s'effacer de sa mémoire. Même si l'enquête officielle était close, il ne pouvait s'empêcher de revenir sur les détails, de relire les rapports, de chercher le détail manquant, la pièce du puzzle qui avait échappé à tous. Il passait ses soirées, seul dans son bureau, les documents étalés devant lui, tentant de reconstruire les derniers jours d'Éléonore. Éléonore, cette femme si pleine de vie, méritait plus que l'oubli. Ses amis, ses collègues, tous ceux qui l'avaient côtoyée, se souvenaient d'elle avec une affection mêlée de tristesse. Sophie Leclerc, sa meilleure amie et une artiste elle aussi, se rendait régulièrement sur sa tombe au Père-Lachaise, apportant des fleurs fraîches et murmurant des souvenirs à l'oreille du vent. Éléonore était une lumière, une force créative incroyable, confiait-elle aux rares journalistes qui osaient encore l'interroger des années plus tard. Elle voyait la beauté là où d'autres ne voyaient que l'ordinaire. Son art était son âme. Et cette bourse à Florence, c'était le début de tout pour elle. Elle était sur le point de conquérir le monde. Le directeur de l'Académie des Beaux-Arts, M. Armand Dubois, sans lien avec l'ex-petit ami, un homme distingué aux cheveux grisonnants, se souvenait d'Éléonore comme d'une étudiante exceptionnelle, puis d'une professeure inspirante. Elle avait une capacité rare à éveiller la passion chez ses élèves, à les pousser au-delà de leurs limites, expliquait-il d'une voix empreinte de mélancolie.
Sa disparition a laissé un vide immense. Une telle tragédie pour une âme si prometteuse. Il évoquait aussi la jalousie que son talent et son succès pouvaient parfois générer dans le milieu compétitif de l'art. Une jalousie souvent silencieuse, insidieuse. Lefebvre, malgré les avertissements de sa hiérarchie de laisser cette affaire classée, continuait ses investigations de manière informelle. Il revoyait les témoins, posait des questions légèrement différentes, espérant débloquer une nouvelle perspective. Il était convaincu que Zane Parker était la clé, mais sans preuve matérielle, sa conviction n'était qu'une intuition, insuffisante pour rouvrir officiellement le dossier. La pression hiérarchique était de plus en plus forte. Son supérieur, le commissaire Bernard, lui rappela à plusieurs reprises que les ressources étaient limitées et que de nouvelles affaires exigeaient toute leur attention. « Antoine, je sais que cette affaire te tient à cœur », lui avait dit Bernard un jour, le regard las. « Mais nous avons des directives, il faut passer à autre chose, le dossier est clos. » C'était une pilule amère à avaler pour Lefebvre. Il avait le sentiment d'abandonner Éléonore, de trahir sa mémoire. Son instinct lui criait qu'il y avait quelque chose de plus, un détail qu'ils avaient tous manqué. Il se souvenait des rapports sur les appels anonymes, ces silences étranges au bout du fil. Et il y avait aussi ces quelques notes, des messages cryptiques, parfois menaçants, glissés sous sa porte ou laissés dans sa boîte aux lettres dans les mois précédant le meurtre. Elles avaient été considérées comme des œuvres de Corbeau, sans importance à l'époque, des déséquilibrés. Mais Lefebvre les avait conservées. Il se tourna vers une graphologue à la retraite, Madame Dubois, encore une autre Dubois, le nom était décidément omniprésent dans cette affaire, une vieille connaissance qui avait une réputation d'excellence. Il lui remit les notes, anonymisées, sans lui donner de contexte. Quelques semaines plus tard, elle revint avec ses conclusions. L'écriture révélait une personnalité obsessive, méticuleuse, avec une forte tendance à la dissimulation. Elle notait des similitudes frappantes entre certaines lettres et des échantillons d'écriture de Zane Parker, que Lefebvre avait réussi à se procurer discrètement, des formulaires de candidature, des lettres de motivation pour des galeries. Les ressemblances étaient troublantes, mais pas suffisamment probantes pour être admises comme preuve devant un tribunal. C'était un indice de plus, un murmure du passé, mais pas le cri retentissant qui aurait permis de rouvrir l'affaire. Lefebvre dut se résigner. Les ordres étaient clairs. Il fut contraint d'abandonner son investigation parallèle. Le dossier d'Éléonore Dubois fut scellé, son nom rejoignant la longue liste des victimes dont la justice n'avait pas encore trouvé le chemin. L'inspecteur Lefebvre prit sa retraite quelques années plus tard, hanté par l'affaire, portant le poids de ce crime non résolu comme une cicatrice invisible. Il savait, au fond de lui, que quelqu'un avait échappé à la justice. Mais le temps passe, les témoins vieillissent, les souvenirs s'estompent. Le Marais continua sa vie, indifférent au drame qui s'y était joué, et le nom d'Éléonore Dubois devint peu à peu une légende urbaine, un conte sombre chuchoté dans les ruelles pavées de Paris. Le froid de l'oubli s'était abattu sur l'affaire, mais la flamme de la vérité, aussi faible soit-elle, n'était pas complètement éteinte. Elle attendait, patiemment, le moment de ressurgir des cendres. 25 années s'écoulèrent, charriant avec elles d'innombrables vies et oubliant bien des drames. Le Marais continuait de vibrer, ses pavés usés par le temps, ses immeubles haussmanniens, témoins silencieux d'une histoire inachevée. Le dossier d'Éléonore Dubois, jadis brûlant, était devenu une relique poussiéreuse, un épais volume jauni par le temps, relégué dans les archives du 36 quai des Orfèvres, parmi des centaines d'autres affaires non élucidées. L'inspecteur Lefebvre, désormais à la retraite, portait toujours le poids de cet échec, une ombre persistante dans ses pensées. Puis, en 2023, une nouvelle initiative, un programme de mémoire judiciaire visant à réexaminer les cold cases les plus complexes de la capitale, apporta une lueur d'espoir inattendue. C'est dans ce contexte que la capitaine Clara Moreau, une jeune détective persévérante et brillante, spécialiste des affaires non élucidées, tomba sur l'affaire Éléonore Dubois. Clara, avec ses yeux vifs et son esprit analytique,
avait une réputation d'être capable de voir ce que d'autres avaient manqué, de trouver les fils invisibles qui reliaient des faits apparemment disparates. Elle plongea tête la première dans le dossier, passant des semaines immergées dans les rapports d'il y a un quart de siècle. Chaque page, chaque photographie, chaque témoignage fut scruté avec une intensité renouvelée. Elle sentit la frustration de Lefebvre à travers ses notes manuscrites, la complexité du puzzle qui avait défié ses prédécesseurs. L'histoire d'Éléonore, son énergie, l'injustice de sa mort résonnaient en elle. Clara était convaincue que la vérité, même profondément enterrée, laissait toujours des traces. Sa première percée significative vint lors du réexamen des preuves médico-légales. Les microfibres textiles prélevées sous les ongles de la victime, un indice jugé négligeable à l'époque, furent soumises à une analyse ADN avancée, une technologie inexistante en 1998. La science avait fait des bonds prodigieux, et ce qui était autrefois invisible à l'œil nu ou indéchiffrable par les méthodes de l'époque pouvait désormais parler. Ces minuscules fragments, témoins silencieux de la lutte acharnée d'Éléonore, contenaient un profil génétique masculin, inconnu des bases de données criminelles de l'époque. C'était une avancée majeure, une preuve matérielle irréfutable, là où il n'y avait eu que des suppositions. En parallèle, Clara entreprit un examen méticuleux des photos d'archives de la scène du crime. Des centaines de clichés en noir et blanc puis en couleur furent analysés pixel par pixel sur des écrans haute résolution. Son attention fut attirée par un détail presque insignifiant. Un petit objet à peine visible, coincé sous le canapé renversé. Une broche en forme de libellule, incrustée de pierres semi-précieuses. Initialement, elle avait été classée comme un simple bibelot personnel d'Éléonore, un élément de désordre parmi d'autres. Mais Clara avait une intuition. Elle demanda à ce que la broche, conservée sous scellé, soit réexaminée. L'analyse médico-légale révéla, à la surprise de tous, des traces d'ADN masculin, distinctes de celles retrouvées sous les ongles, mais confirmant la présence d'un homme étranger sur les lieux du crime. C'était une double signature du tueur. Un détail laissé derrière lui dans la précipitation et le chaos. Clara se pencha également sur l'agenda personnel d'Éléonore, retrouvé intact dans sa sacoche. Parmi les rendez-vous artistiques et les notes de cours, elle découvrit des annotations plus personnelles, des petits symboles discrets à côté de certains noms, des phrases éparses témoignant d'un certain malaise. Une entrée en particulier attira son attention. ZP, trop insistant. J'ai dû être clair, c'est professionnel, rien de plus. ZP Zane Parker, le voisin discret, l'ancien élève, le suspect qui s'était évaporé dans la nature. Clara commença à réinterviewer les témoins de l'époque, ceux qui étaient encore en vie et disposés à parler. Elle retrouva Sophie Leclerc, la meilleure amie d'Éléonore, dont la douleur était toujours palpable. Sophie, désormais âgée, se souvint d'un détail qu'elle n'avait pas jugé important à l'époque. Éléonore lui avait confié son inconfort face à l'insistance de Zane Parker. Il avait tenté de la convaincre de s'associer à lui pour un projet artistique, mais Éléonore avait refusé, trouvant son style trop conventionnel, trop classique pour ses propres visions avant-gardistes. Ce rejet, apparemment anodin, avait été mal perçu par Parker, qui avait commencé à la suivre discrètement, apparaissant à des expositions ou des vernissages où il n'était pas attendu. Elle disait qu'il était obsédé, mais elle ne le prenait pas au sérieux, confia Sophie, les larmes aux yeux. Elle pensait qu'il finirait par passer à autre chose. Ces révélations, couplées aux nouvelles preuves ADN, transformaient le dossier. Ce qui était autrefois une intuition de Lefebvre devenait une piste solide, étayée par la science et le témoignage. L'homme qui avait disparu il y a 25 ans n'était plus une ombre, mais une cible. La capitaine Moreau sentit l'excitation monter. Le passé d'Éléonore Dubois, si longtemps silencieux, commençait enfin à murmurer ses secrets. Le tueur avait cru échapper à la justice, mais le temps, loin d'effacer ses traces, les avait seulement rendus plus clairs pour ceux qui savaient regarder. Les nouvelles preuves ADN, si longtemps silencieuses, devinrent les voix les plus puissantes de l'affaire. La capitaine Moreau
galvanisé par ces avancées, fit immédiatement entrer les profils génétiques masculins découverts sous les ongles d'Éléonore et sur la broche libellule dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, FENAEG, et le système européen, espérant un match qui aurait échappé aux analyses rudimentaires d'il y a un quart de siècle. Parallèlement, elle chargea une équipe de spécialistes de la police scientifique de procéder à une reconstruction numérique de la fameuse empreinte partielle de chaussures, jadis jugée inexploitable. Grâce à des algorithmes sophistiqués et des bases de données de modèles de semelles, ils purent non seulement affiner la taille, mais aussi identifier un modèle de chaussures spécifique, populaire à la fin des années 90 et une démarche particulière. Chaque élément, autrefois un fragment isolé, commençait à s'assembler, formant une image de plus en plus nette. Le recoupement des données fut une tâche colossale, mais la persévérance de Clara et de son équipe fut récompensée. Après des semaines d'attente tendue, une alerte retentit. Le profil ADN des microfibres correspondait à un individu enregistré dans une base de données locale en Occitanie, suite à une infraction mineure commise quelques années auparavant, un certain Warren Phillips. Le nom était nouveau, mais l'ADN était indubitablement celui de l'homme, dont les traces avaient été découvertes sous les ongles d'Éléonore. L'enquête de fond commença alors pour relier Warren Phillips à Zane Parker. Les archives administratives, les registres d'état civil, les dossiers fiscaux furent passés au crible. Les enquêteurs découvrirent que Zane Parker avait officiellement changé d'identité en 2005, adoptant le nom de Warren Phillips, invoquant des raisons de protection personnelle suite à une agression non documentée. Il avait refait sa vie à Toulouse, une ville vibrante du sud de la France, où il tenait un petit atelier de restauration de meubles anciens, loin du milieu artistique parisien qu'il avait jadis fréquenté. Cette reconversion, ce changement de nom et de ville, tout hurlait la dissimulation, le désir d'effacer les traces d'un passé encombrant. Le sixième sens de l'inspecteur Lefebvre, 25 ans plus tôt, s'avérait d'une justesse glaçante. Clara Moreau et son équipe se rendirent discrètement à Toulouse. L'atelier de Warren Phillips, niché dans une petite ruelle pavée du quartier des Carmes, était un lieu modeste, rempli de l'odeur du bois et de la cire. Phillips, désormais un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants, vivait une vie tranquille et apparemment sans histoire. Il semblait avoir réussi son pari, disparaître. Mais le passé avait une mémoire tenace. Une surveillance minutieuse fut mise en place. Chaque mouvement de Phillips fut consigné, chaque habitude étudiée. L'objectif était clair, obtenir un échantillon d'ADN frais et irréfutable pour une comparaison directe. Les opportunités étaient rares, Phillips étant un homme solitaire, peu enclin aux contacts sociaux. Finalement, une après-midi, les enquêteurs le virent s'arrêter à un café de quartier pour prendre un expresso. Il s'assit à une table extérieure, but son café, puis laissa la tasse vide sur la soucoupe avant de repartir. C'était l'occasion rêvée. Un membre de l'équipe, déguisé en employé de voirie, récupéra discrètement la tasse et la soucoupe qui furent immédiatement envoyés au laboratoire pour analyse. Les résultats arrivèrent quelques jours plus tard, confirmant ce que Clara pressentait au plus profond d'elle-même. L'ADN de Warren Phillips, prélevé sur la tasse de café, correspondait parfaitement au profil génétique masculin retrouvé sur les microfibres sous les ongles d'Éléonore Dubois. La science avait parlé. Le voile du mystère s'était déchiré. Zane Parker, l'homme discret et effacé qui avait fui Paris il y a 25 ans, était bel et bien le suspect principal, et désormais la preuve matérielle était là, irréfutable. L'affaire Éléonore Dubois, ce cold case qui avait hanté les nuits de tant d'enquêteurs, était sur le point d'être résolu. La justice, lente mais implacable, avait enfin rattrapé son ombre. La confirmation de l'ADN fut le signal. La capitaine Clara Moreau, sans perdre un instant, coordonna l'opération avec la police judiciaire de Toulouse. La discrétion était primordiale pour éviter toute fuite ou tentative de fuite de la part du suspect. L'arrestation devait être rapide et sans bavure.
Un matin gris, alors que Warren Phillips ouvrait son atelier de restauration de meubles anciens, rue des Filatiers, une équipe d'intervention, menée par Clara et des officiers toulousains, surgit de l'ombre des arcades. La scène fut brève, mais percutante. Phillips, le visage d'abord traversé par l'incompréhension puis par une résignation glaciale, ne tenta aucune résistance. Menotté, il fut conduit dans un véhicule banalisé. Sa réaction fut étonnamment calme, presque distante. Il demanda simplement « C'est à propos de l'affaire Dubois, n'est-ce pas ?» Le nom prononcé après tant d'années résonna dans le silence du véhicule comme un écho funeste. Il savait. Il avait toujours su que ce jour pourrait venir. Le retour à Paris fut long et silencieux, marqué par la tension palpable. Clara observait Phillips, ce fantôme du passé qui semblait avoir vieilli d'un coup. Les années d'une vie anonyme, loin de son crime, n'avaient pas effacé la marque de son acte. À l'arrivée au mythique 36 quai des Orfèvres, l'atmosphère était lourde. Les couloirs résonnaient des pas pressés, l'histoire se rejouait. L'interrogatoire commença quelques heures plus tard, dans une salle sobre, éclairée par une lumière crue. Face à Warren Phillips, alias Zane Parker, se tenaient la capitaine Moreau et le lieutenant Duval, son bras droit. Phillips, assis droit, les mains posées sur la table, maintenait une façade de calme, une maîtrise de soi presque dérangeante. Il admit d'emblée avoir suivi l'affaire Éléonore Dubois à l'époque, se présentant comme un simple curieux, un ancien élève qui avait été touché par la tragédie. Mais son regard trahissait une agitation intérieure, un barrage prêt à céder. Clara commença par présenter les nouvelles preuves scientifiques, méthodiquement, sans hâte. Le rapport d'analyse ADN des microfibres sous les ongles d'Éléonore, le profil génétique masculin, le recoupement avec son propre ADN, prélevé sur la tasse de café, mais aussi les anciennes traces de son ADN qui avaient été conservées. Puis, elle posa sur la table la photo agrandie de la broche en libellule, incrustée de pierres semi-précieuses, trouvée sous le canapé. Cette broche, monsieur Phillips, a été retrouvée sur la scène du crime. Elle porte également votre ADN. Le calme de Phillips commença à se fissurer. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Il tenta d'abord de nier, d'expliquer une présence fortuite, un contact accidentel. J'ai peut-être croisé Éléonore quelques jours avant. Je suis passé la saluer. Mais Clara le coupa net. L'ADN sous ses ongles, monsieur Phillips, témoigne d'une lutte, d'un contact violent. Pas d'une simple visite de courtoisie. Poussé dans ses retranchements, le suspect commença à craquer, sa voix devenant plus faible, plus hésitante. Il ne fit pas une confession complète, mais laissa échapper des bribes de vérité, des fragments d'une obsession longtemps refoulée. Il parla de l'admiration qu'il portait à Éléonore, de son talent, de sa vision. Puis, l'admiration se mua en ressentiment. « Elle était si douée, si audacieuse », murmura-t-il, les yeux dans le vide. « Et moi, je n'étais qu'un artisan, un classique. » La jalousie, cette jalousie dévorante, commençait à se dévoiler. Il expliqua comment le refus d'Éléonore de collaborer avec lui, sa manière de le juger trop classique, avait été une humiliation insupportable. Ce n'était pas seulement un rejet professionnel, mais une attaque personnelle contre son identité d'artiste. Et la bourse à Florence, cette prestigieuse opportunité qu'elle avait obtenue, avait alimenté une inveja profonde, une rage silencieuse. Elle avait tout, et elle ne me voyait pas. Il avoua l'avoir suivie, discrètement, pendant des semaines, sa présence devenant une ombre persistante dans la vie d'Éléonore. Les appels anonymes, les notes menaçantes, tout cela était son œuvre, une tentative maladroite de la déstabiliser, de la faire douter, de la forcer à le reconnaître. Clara, sentant qu'il était sur le point de révéler l'acte lui-même, posa la question décisive. « Le vase brisé, monsieur Phillips, celui que nous avons retrouvé près du corps d'Éléonore. Vos empreintes digitales y ont été identifiées. » Le silence tomba, lourd de la vérité. Phillips baissa la tête, ses épaules s'affaissant. « J'ai perdu le contrôle. » L'enquête avait également permis de retrouver une vidéo de surveillance datant de cette nuit fatidique de 1998.
Une caméra de sécurité d'un petit commerce voisin, dont les images avaient été jugées trop floues à l'époque, avait été soumise à une restauration numérique avancée. Elle montrait une silhouette masculine, marchant d'un pas rapide, s'éloignant de l'immeuble d'Éléonore quelques minutes après l'heure estimée du meurtre. Le visage était indistinct, mais la démarche et la corpulence correspondaient étrangement à celle de Zane Parker, telle que décrite par les rares témoins de l'époque. C'était un élément circonstanciel de plus, mais il venait confirmer la chronologie et la présence du suspect. Le puzzle se complétait pièce par pièce. La vérité, si longtemps occultée, éclatait enfin au grand jour, révélant la sombre histoire d'une obsession meurtrière. L'année 2024 vit s'ouvrir le procès de Warren Phillips, alias Zane Parker, devant la cour d'assises de Paris. La salle d'audience, bondée, était empreinte d'une solennité pesante, où l'écho de 25 années de silence résonnait avec force. L'accusation, menée par une procureure déterminée, déroula méticuleusement les preuves accumulées par la capitaine Moreau, l'ADN sous les ongles d'Éléonore, celui retrouvé sur la broche libellule, la reconstruction de l'empreinte de chaussure et les aveux partiels de Phillips. Le témoignage le plus poignant fut celui de Cécile Dubois, la sœur d'Éléonore. Ses paroles, tremblantes d'émotion mais fermes, décrivirent une femme pleine de vie, de talent, dont le souvenir avait été figé dans l'horreur. Ma sœur n'a jamais eu la chance de vieillir, de réaliser tous ses rêves. 25 ans, c'est une éternité pour nous, sa famille, qui avons vécu dans l'incertitude, déclara-t-elle, les larmes aux yeux. La preuve la plus accablante vint de la découverte, lors d'une perquisition approfondie au domicile de Phillips à Toulouse, d'un journal intime soigneusement dissimulé. Écrit en partie en français, en partie en portugais, il détaillait son obsession grandissante pour Éléonore, sa inveja pour son succès, sa rage face à son rejet, et de manière glaçante, les prémices d'un plan. Les mots révélaient une préméditation froide, une fixation maladive. L'expertise psychiatrique présentée par le docteur Jean-Luc Bernard confirma une personnalité narcissique et manipulatrice, incapable d'accepter le rejet, transformant l'admiration en une haine destructrice. Après des jours d'audience intense, le verdict tomba. Warren Phillips fut reconnu coupable du meurtre prémédité d'Éléonore Dubois et condamné à 28 ans de réclusion criminelle. La justice, si longtemps différée, avait finalement triomphé. Pour la capitaine Clara Moreau, l'affaire Éléonore Dubois fut un tournant. Elle prouvait que la persévérance et les avancées technologiques pouvaient rouvrir les pages les plus sombres de l'histoire criminelle. Un mois après le procès, Clara se rendit au cimetière du Père-Lachaise, où Éléonore reposait. Devant sa tombe, fleurie de roses blanches, elle sentit un mélange de tristesse et d'accomplissement. La brise légère caressait les feuilles des arbres centenaires. « Le passé ne meurt jamais vraiment », pensa-t-elle. « Il attend juste le bon moment pour ressurgir de l'ombre. » Éléonore avait enfin trouvé la paix, et sa voix, après un quart de siècle de silence, avait été entendue.